Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous trois au cinéma. Bonjour Stéphanie Bignon, bonjour Frédéric Pic. Alors, Stéphanie n'est pas une chroniqueuse de cinéma, mais elle va beaucoup au cinéma. Et en fait, elle a vu en même temps que moi un film étonnant qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Gattaca. C'est un film de science-fiction que vous avez vu en son temps. Frédéric. Il faut bien dire que c'est très vieux. Ça a 20 ans. Ça a 20 ans, absolument. Et qui a été donné dans notre bonne ville de Versailles par Fabien Bouglet et François Billot de Lochner, qui sont respectivement l'un président de Versailles Famille Avenir, conseiller municipal à Versailles, et l'autre président de Liberté Politique, et tous les deux porte-parole du collectif On ne lâche rien sur le sujet de la mobilisation contre la PMA et la GPA. Et ce film de science-fiction est un film extrêmement prenant, très intelligemment fait, qui raconte quoi, Stéphanie Bignon ? Qui raconte en fait l'histoire d'une famille moyenne américaine, il y a une vingtaine d'années, et qui met au monde un enfant de Dieu, comme il l'est dit dans le film, c'est-à-dire de façon tout à fait naturelle. Et il se trouve que cet enfant, à peine né, est testé au niveau du sanguin, et qu'on prévoit à ses parents qu'il est cardiaque, qu'il sera myope, et qu'en fait, au final, il n'a que 32,5 années de vie. Donc les parents sont littéralement traumatisés par ces prévisions, et projetant un deuxième enfant, eh bien, décident d'utiliser des moyens... de le fabriquer voilà, de le sélectionner parfait, parce que c'est vraiment terrible, ce fruit du hasard est insupportable. Et donc, ils mettent au monde un enfant qui, selon les critères ambiants, doit être parfait. Les critères génétiques doivent être parfaits. Et alors, c'est l'histoire de l'évolution de ces deux garçons, leur rivalité. Et ce qui est étonnant, et ils vont tous les deux entrer dans cette caste très élitiste des futurs astronomes. Donc on voit une société qui est divisée en deux, les alphas, l'élite, ceux qui ont tous les pouvoirs. Les dominants, comme les chez dominants. Les loups alpha. Et qui sont le fruit d'une sélection génétique. Qui sont le fruit d'une génétique, donc ils sont parfaits, absolument, apparemment. Et les epsilon, c'est-à-dire les esclaves. C'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui sont nés le fruit du hasard. Qui balayent les laboratoires. Et alors on voit le fonctionnement de cette élite, richissime, à qui rien n'est refusé. Mais ce qui est très étonnant, alors sans dire la fin, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans ce film? En fait, la perfection sur cette terre est terrorisante parce qu'elle est désespérée. Et finalement, le plus traumatisé des deux, dans cette affaire, ça n'est pas celui qui est considéré comme inapte,
mais c'est celui qui est considéré comme parfait. Car du parfait, on attend la perfection. Et il se trouve que la perfection n'étant pas de ce monde, celui qui est soi-disant parfait subit une pression extraordinaire qui amène dans le film, et là on ne peut pas tout révéler, mais à des... c'est un champion olympique, voilà. Il devrait être premier, or il ne sera que second. En tout cas, que second, et du coup c'est le désespoir. C'est le désespoir. Le désespoir s'empare de ces créatures qui sont supposées être parfaites. Or, l'espérance est du côté de l'imperfection. Comme si l'imperfection était un moteur extraordinaire pour aller justement chercher et au-delà de soi-même, puisqu'on se sait imparfait, eh bien on va aller au-delà de soi-même. Et donc c'est un message extraordinaire d'espérance, et Dieu soit loué, nous ne sommes pas parfaits, et il faut que nous restions imparfaits. Et là je remercie beaucoup Fabien Bouglet de s'arc-bouter contre la PMA et la GPA, qui sont les portes d'entrée de façon évidente vers cette sélection et vers ce monde de dictature de la perfection. Et donc, oui, l'espérance est dans cette imperfection. Et c'est un message extraordinaire de ce film, et qui est d'ailleurs assez étonnant, car ce personnage qui est imparfait, et qui cherche à dépasser son imperfection, donc qui reste dans l'espérance, eh bien son objectif, c'est de devenir astronome. C'est-à-dire, c'est la recherche du vertical. C'est la recherche du vertical, et c'est la recherche de quitter cette terre qui est devenue un enfer. Pour aller où? Pour aller vers le ciel. Ce film est vraiment magnifique. Et puis, moi, l'une des scènes que j'ai préférées, c'est la compétition de ces deux garçons dans la mer. Il cherche à prouver qui va aller le plus loin en mer. Et à un moment donné, le parfait, celui qui a été fabriqué, veut rentrer. Et l'autre dit « je ne me suis jamais occupé du retour, et moi je continue ». Et on voit qu'il y en a un qui est... celui qui n'est pas programmé, en réalité, va toujours plus loin. Alors que celui qui est programmé, il reste dans ses limites. C'est fabuleux. Et il désespère. Et il désespère, absolument. Est-ce qu'on ne peut pas, parce que vous parlez effectivement dans ce film que j'ai vu il y a longtemps, on parle de compétition. Oui. On pourrait regarder aussi ce qui se passe dans des pays comme la Corée, où on sait que les enfants sont totalement abrutis parce qu'on leur donne un travail absolument fou. On les pousse d'une façon complètement démente. Les parents dépensent énormément d'argent. Ils ont des devoirs sans arrêt, etc. On les pousse pour leur dire « vous serez le meilleur, vous serez le meilleur, vous aurez un super job ». Je m'imagine quand il n'a pas un super job, justement, puisque là aussi on les pousse vers une espèce de parfaitude, entre guillemets, là je parle comme Ségolène Royal, et ça doit être exactement, donc ça rejoint ça, et c'est ce qu'on est en train de faire, d'appliquer dans certains pays, dans certains domaines. Exactement. C'est la règle du toujours plus, hein. Il n'y a pas que pour Balzen, c'est toujours plus dans tous les domaines. Et l'objet donc de la diffusion de ce film à Versailles, et qui, j'espère, Fabien Bouglet arrivera à ses fins et le fera diffuser partout en France dans cet esprit-là, c'est la lutte contre la PMA et la GPA pour tous. Hein, c'est cet outil de sélection qui nous amène progressivement vers cette dictature du gène, en fait. La dictature du gène. Pour devenir finalement des dégénérés, comme le film le mentionne. Montre, absolument. Absolument. Donc, merci à Fabien Bouglet et François Billot de Lochner. Mais Fabien Bouglet va venir dans ce studio pour présenter son combat et ce film un peu plus longtemps, parce que je crois qu'il faut tous la voir. Il est en DVD, donc cherchez, achetez. Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca. Frédéric, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Oh, de beau. J'ai vu quelques films, dont certains sont des beaux films, enfin des films intéressants, et d'autres beaucoup moins. Alors j'ai vu Johnny English Contre-Attaque. Alors pour tous ceux qui connaissent quand même cet acteur, le film de David Kerr, le metteur en scène. Pour ceux qui connaissent Rowan Atkinson est ce fameux Anglais, vous savez, qui a ce grand nez, qui fait le clown sans arrêt, et qui avait fait déjà un Johnny tout à fait English, tout simplement, qui avait été très réussi. Ensuite, il a fait Johnny English le retour, ça a été un peu foiré, ça avait même très mal marché. Et là, on revient avec Johnny English Contre-Attaque avec le même acteur. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, c'est vrai qu'il fait beaucoup de grimaces, c'est celui qui fait sans arrêt, qui fait des gags, qui se trompe sans arrêt, etc.
Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est retraité des services secrets, c'est lui-même. Alors, il enseigne aux enfants au début comment se cacher, il y a des choses assez drôles, etc. Et on vient le rechercher parce qu'il y a une cyberattaque, et donc le ministre anglais, une femme, qui sera très critiquée dans le film, suivez mon regard, mais en tant que femme qui imite un peu les hommes en faisant son Premier ministre, enfin, c'est une charge en même temps contre pas mal de choses, c'est-à-dire contre la vieille Angleterre et les anciennes méthodes, et en fait contre le modernisme aussi. Donc tout le monde en prend pour son grade, parce que lui a des vieilles méthodes et il s'oppose évidemment au modernisme. Alors, à un moment, il est dans une salle et c'est la virtualité. Donc, il a son casque virtuel et donc on lui montre comment il faut qu'il pourchasse en virtuel, etc. Mais il sort du cadre, il ouvre une porte sans faire attention, il est dans la vraie vie. Et là, vous avez une séquence absolument hilarante. J'imagine, oui. Donc, peut-être pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ne l'aiment pas avec ses grimaces et autres, c'est inégal, mais moi je vous dis, si vous voulez avoir des bonnes tranches de rire, allez voir ce film. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, un autre film, Voyez comme on danse, de Michel Blanc. Oui. Alors, Michel Blanc, il a pris un grand casting, effectivement, puisqu'il a Karine Viard, il a Carole Bouquet, il a Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, il a pris aussi, qui passe assez rapidement lui-même, et Jacques Dutronc, donc il prend quand même les vieux, parce que Dutronc, il est quand même très, très amorti. Hein. Je crois qu'il a tiré un peu trop sur le cigare. Et vous avez aussi Charlotte Rampling qui joue pas mal en ce moment, qui a pris un certain âge, mais qui trouve des rôles qui sont bien pour elle. Elle fait une deuxième carrière qui est intéressante. Alors l'histoire en 2 mots, ce sont des bobos, donc tous un peu gauchistes, vraiment les bobos, c'est-à-dire Charlotte Rampling sans arrêt, sans les petits mots en anglais, les petites phrases en anglais, etc. On se la joue, on se la pète. So chic. Voilà, so chic. C'est une histoire de Julien, Jean-Paul Rouve, qui trompe sa femme, il trompe sa femme avec une noire, donc on a le droit ensuite à ah ben j'aurais bien voulu qu'elle, etc. J'aurais des enfants de toutes les couleurs, vous voyez, c'est très gaucho. C'est très in dans le... Et c'est découpé, ce sont des petites scénettes sans arrêt. Et l'état d'esprit de Michel Blanc, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est MeToo puissance 10, puisque les femmes, à part Karine Viard, qui est un petit peu névrosée quand même dans le film, sont toutes des décideuses, ils savent ce qu'elles veulent, etc. Tous les hommes sont des cons, des lâches, des moins que rien, etc. C'est vraiment haro sur l'homme du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pas tolérable. Ah non, mais c'est MeToo, quoi. Je veux dire, c'est complètement grotesque. Cela dit, c'est vrai que la situation de l'homme est quand même pas facile. Hein. Oui, le fait de pas facile. Là, non, mais là, on vous montre qu'ils sont tous. À partir du moment où une femme peut avorter sans demander l'autorisation à celui qui a fait l'enfant. Non, mais ça, de toute façon, c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet. Oui, c'est bien, mais je plante le décor, Frédéric. Oui, mais quoi qu'il fasse. Je plante le décor. Oui, moi, je parle du film. Vous n'avez plus la parole. Quoi qu'il fasse, effrayant. Pour ça, oui, mais enfin, quoi qu'il fasse, je veux dire, sur tout le film, je veux dire, c'est comme ça. Il y en a une qui tire bien son épingle du jeu, c'est Karine Viard, parce qu'elle a un rôle difficile, parce qu'elle part du rire aux larmes, elle est complètement allumée, etc. Mais on rit, moi, je n'ai pas ri, parce que vraiment, non, c'est un film raté, qui est très mal monté. C'est bien ce que je subodorais. Qui est très mal monté, mais Karine Viard est excellente là-dedans, elle montre qu'elle est vraiment une très bonne actrice. D'accord. Donc ça, il faut le souligner. D'accord. Je donne, donc après Johnny English contre-attaque, un bon film, je confirme, je suis allée voir, grâce à votre critique, A Star is Born, une étoile est née, Frédéric, et j'ai passé un très très bon moment. C'est donc, je le rappelle, l'histoire d'une star de folk américain, de country, qui découvre une jeune fille qui écrit ses chansons et qui a un grand talent. Mais qui est assez timide et assez qui est très timide, et qu'il il va être son Pygmalion. Il va la pousser sur scène, il va lui dire qu'elle est belle alors qu'elle se croit laide, et elle va... Effectivement, elle n'est ni belle ni laide, elle est très quelconque. Elle va... oui, mais l'important, c'est que quelqu'un vous dise qu'on est belle. Et elle va monter sur scène et elle va tout à fait réussir pleinement et subjuguer les foules. Ce qui est très intéressant, c'est que très vite, le succès va aller en s'accroissant. Elle va être prise en main par des organisateurs de spectacles qui vont complètement la transformer. Et alors que le chanteur lui avait dit
tâche que tout ce qui sort de ton cœur, toutes les chansons que tu chantes viennent de ton cœur. C'est-à-dire, reste toi-même. Or, le business du spectacle, elle est marketisée. Et alors, c'est très très bien vu, c'est très bien fait. Et puis, il y a une belle histoire d'amour. Belle histoire d'amour. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant qu'elle monte, l'un monte et l'autre descend. Oui. Parce que c'est un ivrogne invétéré qui n'arrive pas à se soigner, qui fait des cures, il ne peut pas, et donc au fur et à mesure, il descend. Et puis ça soulève le problème qu'on a rencontré chez d'autres chanteurs de notre temps, c'est qu'avant de monter en scène pour faire ces spectacles absolument surhumains, ils se droguent. Et on le voit s'avaler ses pilules à chaque fois. Mais la musique est bonne. La musique est très bonne, un petit peu trop violente au début. La mais musique ça, c'est les gens dans les salles, ils le mettent, mais la musique est très bonne. On a envie de leur dire... Et c'est quand même une performance, parce que c'est Bradley Cooper qui joue ça, c'est lui qui a fait le film. Oui. Et pendant 1 an, il s'est entraîné à chanter, parce que c'est très bien ce qu'il fait quand il chante. Ah oui, c'était pas un chanteur. Et c'est lui qui chante. Du tout, Bradley Cooper. Oui. Et puis attendez, on n'a pas dit le principal aussi, Lady Gaga. Oui, alors voilà. Alors, Lady Gaga, vous aviez dit, elle joue son propre rôle. Oui, mais c'est ça. C'est le rôle de la fille qui a du talent et qui a été complètement manipulée, formatée pour devenir autre chose, pour devenir cette star bizarroïde. On ne sait jamais quelle tenue elle aura et dont les textes ne sont quand même pas des textes de grande Alors que là, valeur. Elle s'avère une très bonne actrice. Elle est vraiment poignante là-dedans parce que c'est un drame, parce qu'elle adore son mari et elle le voit qui dérive jusqu'au suicide d'ailleurs. Donc, et elle est excellente. C'est pas grave. On peut aller voir le film même si on sait qu'il se suicide après. C'est un beau film. C'est un beau film, absolument. Alors, Galveston ? Alors, Galveston de Mélanie Laurent, c'est son 4e film. Elle a fait du bon et du moins bon, Mélanie Laurent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une actrice qui s'est mise à la réalisation. Oui. Une belle actrice. Une belle actrice, si on veut, qui s'est mise à la réalisation. Il y en a certains qui essayent, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Hein. On n'a pas tous les jours en France un Clint Eastwood qui était quand même un grand acteur et qui est devenu un des meilleurs réalisateurs aux États-Unis. C'est quand même pas facile. Alors là, le film, c'est avec Ben Foster et Ellie Fanning. C'est l'histoire d'un road movie. En fait, c'est un gangster, s'appelle Roy, qui sort de prison, qui travaille pour un mafieux. Il sait des choses sur le mafieux. On s'aperçoit après qu'il a aussi des documents. Donc l'autre l'envoie dans une mission qui est en fait un traquenard. Il s'en sort. En même temps, il voit une fille qui est prisonnière là, qui est une petite prostituée. Il la sauve. Et ils commencent une cavale tous les deux, parce qu'effectivement, il s'en est sorti en tuant trois hommes de son patron, qui est un mafieux. Et donc, ils font une cavale jusqu'à la mer des Caraïbes, jusqu'au golfe du Mexique, pardon. Et en cours de route, il s'arrête, parce qu'elle lui dit « il faut s'arrêter au Texas », que j'ai quelque chose. Il entend un coup de feu, puis elle revient avec une petite enfant. Elle dit « c'est ma sœur, ma petite sœur, etc. » En fait, ce sera sa fille, il se rend compte. Et c'est le road movie de ces deux personnages qui je ne dis pas la fin, mais qui fuit, etc. C'est quelque chose qui est très bien fait. Ça, je dis bravo à Mélanie Laurent. Je trouve qu'elle a très bien fait son film. C'est très bien mis en scène, du début jusqu'à la fin, sauf la fin. Malheureusement, je trouve que la fin, mais c'est quelques minutes, disons les 3-4 dernières minutes, très mélodramatique, très mélo et raté, à mon avis. Mais tout le film est très bien monté, très bien fait, et on est vraiment pris par ces deux personnages qui sont, lui qui a elle n'a pas d'éthique, c'est une petite prostituée, lui c'est un gangster mais avec une éthique, vous verrez dans le film qu'il a une éthique du début jusqu'à la fin, et les deux personnages sont très attachants et c'est très très bien fait. C'est bien les gangsters qui ont une éthique, ça change des politiques qui n'en ont pas. Exactement. On peut avoir une éthique de vie tout en étant un mafieux qui sort de prison. Bien sûr, bien sûr. Et alors, vous vouliez parler aussi de High Life. Ah oui, alors High Life, ça va sortir bientôt, ça sort le 7 novembre. Oui. High Life, c'est un film de Claire Denis. Alors Claire Denis, qui est quelqu'un qui est aussi une réalisatrice, qui a fait des tas de choses, plus ou moins bonnes aussi, mais qui est une bonne réalisatrice, on en parle peu, c'est une bonne réalisatrice. Elle a commencé en noir et blanc et elle a fait des belles choses en noir et blanc. C'est un film très spécial, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. Alors on se demande pourquoi ils ont pris... C'est un film anglais, hein, enfin américain, c'est-à-dire que c'est tourné en anglais, c'est elle qui l'a tourné aux États-Unis. C'est une histoire abracadabrantesque, comme aurait dit un grand guignol, qui est dans l'espace. Vous avez dans l'espace toute une série de tarés qui sortent de prison, hommes et femmes. Je n'ai pas très bien compris l'histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont là-bas pour aller faire des reproductions.
Donc vous avez le droit, alors là je le dis, aux violences, là vous l'avez en plein, le sang en plein, le sperme, bon, enfin c'est absolument atroce. Bon. Je veux dire, il y avait une salle de journalistes, il n'y avait pas un mot, mais je pense qu'il y avait beaucoup qui dormaient. Et je trouve que c'est vraiment un film totalement raté, qui est même, non seulement il est indigent, parce qu'on ne comprend pas très bien tout ce qu'elle veut dire, c'est inintéressant et c'est quand même par moments repoussant. C'est lourd. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, parce que là, le panier est plein. Donc, je récapitule. Johnny English contre-attaque. Allez voir. A Star is Born. Bienvenue à Gattaca en DVD. Galveston. Oui. Et les deux que nous laissons en chemin, c'est Voyez comme on danse et High Life. Non, on ne veut pas voir comment il danse. Oui, on ne veut pas voir comment il danse. Merci Frédéric. Merci. Merci Stéphanie Bignon. Merci, Amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie ce matin de recevoir Boris Lejeune, que vous connaissez déjà. Vous l'avez entendu sur deux magnifiques projets, sa Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg et sa merveilleuse statue à Orange, en l'honneur des victimes de la terreur, les Carmélites d'Orange. Ce matin, nous faisons un focus sur Jeanne d'Arc, que vous voyez à l'écran, cette belle Jeanne d'Arc qui est déjà à Bermond, près de Domrémy, dans une clairière absolument magnifique. On a l'impression que rien n'a changé depuis Jeanne d'Arc. C'est vrai, pratiquement rien n'a changé, sauf que la chapelle est restaurée. La chapelle est restaurée. Par des efforts des bénévoles. Privé. Oui. 20 ans de restauration de cette chapelle dans laquelle Jeanne montait chaque semaine pour prier. Et il faut quand même penser qu'elle avait 10 ans. Il fallait monter sur une montagne, à peu près 3,5 km, dans la pleine forêt. Et c'est ça que cette petite fille faisait tout seule. Alors, comment se fait-il, Boris Lejeune, qu'un artiste né à Kiev, qui a fait l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, l'ancienne Académie des Beaux-Arts, soit arrivé à sculpter une Jeanne quand il est arrivé à Paris? Quel est le chemin? J'ai quitté l'Union soviétique. En Russie, l'Académie ne s'occupe que, à cette époque, de l'art de la Renaissance. Vous avez... On a étudié, oui, les bases d'enseignement, c'était l'école, comment on dit, réaliste. Oui. C'est vrai, basée sur l'époque de Renaissance. Voilà, nous étudions beaucoup les dessins des maîtres de Renaissance, la façon de sculpter, etc. Mais une fois quitté l'Union soviétique, j'ai quitté à l'époque de Brejnev encore par le désespoir. J'avais tellement marre difficile à supporter l'Union soviétique de ce moment. Et beaucoup de ce moment, et je n'ai jamais pensé que quelque chose changer. Comme pratiquement tout le monde, hein, il n'y avait pas beaucoup de prophètes qui pensaient que ce régime peut tomber. Mais une fois arrivé en France, j'ai découvert l'art médiéval, qui m'a surpris énormément. J'ai commencé à étudier en profondeur cet art magnifique, qui est toujours assez méprisé d'ailleurs par les historiens. Vous avez une idée pourquoi? Moi, j'en ai une. Oui, j'aime bien savoir. Vous n'avez pas une idée, vous? J'ai une petite idée. Alors, j'écoute la vôtre d'abord. Non, j'écoute la vôtre d'abord. Mais au fond, tout ce qui touche
la spiritualité, voilà. Nous avons la même. Le christianisme, oui, ça pose des problèmes. Bien sûr. Au fond, c'est exactement le même problème qui posait à l'époque l'Union soviétique. Parce que nous étudions obligatoirement l'athéisme à l'école supérieure. Ouais. Et moi, dans toute ma naïveté, pendant une adolescence, j'ai demandé au professeur, comment ça se fait que les icônes, les fresques qui étaient faites dans le sein de l'Église se considéraient comme non-art. La réponse, elle était « Pourquoi vous posez cette question ?» Et c'était dit avec le ton tel que j'ai compris que il fallait pas là, je suis allé sur le terrain dangereux. Mais c'est à peu près la même chose avec l'art médiéval, bien sûr. Et la laïcité, l'anticléricalisme va tellement loin que maintenant, dans nos livres, quand nous étions enfants, il y avait encore beaucoup d'illustrations de l'ange de Reims, de tableaux de Giotto, de Fra Angelico. Maintenant, c'est terminé. Il va des rétro-satanas au sens propre. Et donc les enfants, les adolescents ne savent pas. Ce qui m'a frappée, je suis allée à Ravenne, à Padoue, je veux dire d'abord, et à Ravenne ensuite, et j'ai vu la chapelle des Scrovegni et tous les Giotto, et on va le voir à l'écran. J'avais l'impression que votre Jeanne était inspirée de toute cette cohorte d'anges qu'il y a en Italie pendant 5 siècles. Est-ce que je me trompe? La position des mains, Oui, non, mais la figure qui est étirée, la légèreté, parce que avant de commencer à travailler sur l'image de Jeanne, j'ai fait plusieurs anges. Oui. Au fond... au milieu des vignes. J'ai fait l'ange pour le domaine de Romane Conti, un ange pour Luxembourg. Et donc, je voyais aussi Jeanne comme un ange. Vous dites très joliment, l'ange est l'horizon des hommes et des femmes. Oui, c'est... Et Jeanne, Jeanne, c'est l'intermédiaire. Oui, toute sa vie, elle était un ange, au fond. Elle est un ange. Elle était un ange par sa pureté, et elle était messager. Elle était messager. L'ange, c'est un messager. Comme les anges, absolument. Alors, pourquoi Sainte Jeanne en Russie? Sainte Jeanne est connue et aimée en Russie? Elle était toujours très aimée en Russie. Et il y a beaucoup de poèmes consacrés à Jeanne d'Arc dans la poésie russe. Il y a même le fameux compositeur Tchaïkovski, Piotr Tchaïkovski, qui a écrit un magnifique opéra sur Jeanne. Mais disons, en Russie, surtout, son image est attirée par son patriotisme et son mysticisme aussi. C'est deux vertus avec lesquelles les Russes sont familiers. Les Russes sont familiers. Donc, elle est aimée. Et il y avait ce fameux film, très beau film, qui le commencement consacré à Jeanne d'Arc. Le film est sorti dans les années 90. Et il a fait beaucoup. Le film est excellent, il a marqué beaucoup des esprits. Et il faut dire aussi qu'après la chute de l'Union soviétique, les liens entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique se renforcés, disons. Et ça témoigne, par exemple, quand encore dans la fin des années 90, le patriarche Kirill est venu à Paris, il a assisté à la messe à Notre-Dame.
à la messe catholique. Alors, oui, oui. Vous voyez, cette fameuse rencontre dernièrement du pape François et patriarche Kirill. Aussi. Donc les liens, ils sont renforcés. Ils se manifestent. Bien sûr. Par exemple, hier, j'ai lu un article, non, une interview d'un archiprêtre de Venise, archiprêtre Alexis, qui, parce qu'il n'y a pas d'église orthodoxe à Venise, et il fait déjà des années, c'est l'église catholique qui lui prête les lieux. C'est joli, c'est très joli. Donc, des événements comme ça. Et les Russes nous a donné magnifique emplacement à Saint-Pétersbourg. Magnifique. Magnifique, parce que c'est là. Devant l'ancienne. Même, il y a les lois russes interdisant d'installer quoi que ce soit dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, sauf la permission, sauf avec la permission personnelle du gouverneur de Saint-Pétersbourg. Et sûrement, il avait ça puisqu'elle elle devrait être installée dans le centre historique, devant l'ancien bâtiment de la garde impériale. C'est-à-dire que c'était le régiment des gardes impériales qui habitaient dans ce lieu. Et gendarme qui était chef de guerre, bien sûr, sera devant ce lieu. C'est quand même tout un symbole. C'est tout un symbole. Alors, autre symbole, c'est un vrai cadeau. Jeff Koons a voulu nous faire un cadeau, lui aussi, avec un bouquet de tulipes, mais il nous a présenté la facture. Plus de millions. Et il nous a présenté la facture, donc le projet, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait accepté. Vous-même, Boris Lejeune, et l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc, parce qu'il faut vraiment parler de cette association, qui est une très vieille association, qui est une association très dynamique, avec un bulletin magnifique. Cette très belle association donc, a décidé d'offrir, et offrir, c'est-à-dire Jeanne va arriver, j'ai envie de dire, toute casquée, toute casquée, sans bourse déliée pour les Russes. Et donc, il faut que la France, il faut que les Français participent à cet achat, participent à ces frais. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que sur ce socle de cette statue seront inscrits le nom des grands donateurs. Ça, c'est une belle idée. Oui, ça sera éternisé comme ça, mais tout le monde sera quelque part comment dire, remercié. Voilà. Il y aura des cartes postales signées, il y aura des affiches, suivant, si vous voulez, même la reproduction de dessins ou les dessins. Voilà. Non, tout le monde sera remboursé pour cette aide précieuse, mais aide précieuse. Il faut penser quand même que la plus grande héroïne française, la fondatrice de la nation française, sera dans le plus grand pays, par le territoire du monde. Et ce sera la première fois dans l'histoire de la Russie qu'une statue de sainte catholique sera dans les rues de cette ville. D'ailleurs, les Russes, ils ont réfléchi mûrement. Ça a pris du temps avant qu'ils acceptent, qu'ils étudient tout. Et finalement, il faut dire l'Église orthodoxe est tout à fait pour ça, pour ce rapprochement, pour cette présence. C'est plutôt des libéraux, soi-disant, libéraux qui sont contre. Bien sûr. Qui sont contre. Bien sûr. D'ailleurs, la statue de Jeanne est depuis 1915 à New York. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Alors, à New York, il y a tout. À New York, il y a tout.
Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il faut dire aussi que ces dons seront bien sûr favorisés par le rescrit fiscal. Ah oui, bien sûr. On recevra des reçus fiscaux. Alors, évidemment, de par les temps qui courent... Et plus il y a de dons comme ça, il y aura, justement, c'est comme le peuple français qui offre ça. Oui. Parce que l'idée, c'est justement que... tous ces commencements avec la lettre à Poutine. Dans sa lettre à Poutine, notre association écrit la raison de ces dons. C'est premièrement le remerciement de tout ce que les Russes font pour les chrétiens d'Orient, ce qu'ils ont fait. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de soutien de la Russie, il n'y aurait pas une seule église chrétienne restée déjà en Orient. Et le lien historique de la culture française et de la culture russe, parce qu'il y a des lieux français à Saint-Pétersbourg, où la présence, la présence française est très forte. Et ça sera encore un nouveau lieu, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Alors, il y a un comité de... Et d'ailleurs, les Russes, il y a le projet aussi de renommer ce rue, cette place où est la Jeanne d'Arc, appelée la Place Jeanne d'Arc. Place Jeanne d'Arc. Il y a les projets comme ça, chez eux. Alors, c'est un projet qui a rencontré l'enthousiasme de beaucoup de personnalités. Philippe de Villiers a beaucoup œuvré pour... C'est lui qui a signé la lettre avec le prince... Six de Bourbon-Parme. Oui, parce que c'est lui qui a signé la lettre. C'est lui qui a vu votre statue en petit format. Non, il a vu le statue de Bermond. Il a vu la statue de Bermond. Il a vu le statue et donc il est rentré en disant il faut qu'elle parte à Saint-Pétersbourg. Et une inauguration dès que tout cet argent est trouvé. Alors évidemment, c'est une somme importante, c'est une grosse somme, il faut trouver 195 000 €. Mais, dans cette somme, il y a tout, les déplacements, l'installation de la sculpture. Le bronze. Et surtout que la fonte. Et l'œuvre sera quelque part unique parce que le piédestal sera aussi en bronze. Oui. Donc, pour pouvoir justement graver tous les noms, etc. Oui. Donc, ce sera une œuvre pratiquement 5 mètres d'auteur. Ah oui, avec le piédestal. Ça va être vraiment monumental. Ouais, ça va être vraiment monumental. Mais la ville est très grande, donc tout ce qui est là-bas, ça devrait être... Pierre s'appelait Pierre le Grand. Par rapport des nos mesures françaises, tout est plus grand. Tout est démesuré en Russie. Ouais. Et je crois qu'avant que l'État français ne nous prenne tout notre argent, il faut le donner pour ce genre de très belle œuvre et de très belle intention. Voilà, chers amis de TV Liberté, si certains d'entre vous ont de grosses entreprises, eh bien, n'hésitez pas à engager ces entreprises. S'ils connaissent des grandes entreprises susceptibles de donner, bien sûr, plus d'argent que... Il faut donner des références, peut-être. Nous allons les donner. Plus d'argent que des privés. Donc, voilà. L'association s'appelle Association des universels des Amis de Jeanne d'Arc. Et le siège, c'est 85 rue Petit. 85 rue Petit, 75 019. Paris. Il y a aussi des virements à la banque postale, mais tout ça est inscrit sur le blog, le site de l'association. Et puis n'hésitez pas à me demander des informations. Il faut taper Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Voilà, tout simplement. Ça, tout va sortir. Et annebrassier.fr, je donnerai toutes les informations. Aussi. Et je les répercuterai à l'association. Merci beaucoup pour cette Jeanne entraînante, cette Jeanne qui nous demande de ne pas renoncer et cette Jeanne qui est tournée vers le ciel.
ce que nous devons faire pour ne pas désespérer sur cette terre. Merci beaucoup, Boris Lejeune, pour cette très belle œuvre. Merci, Anne. Amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Livres et patrimoine, nous avons invité Marie Perrin. Bonjour Marie. Et nous filons à Rome. Les touristes en sont un peu partis, n'est-ce pas? Il y a moins de monde à l'automne qu'en plein été? Il y a un peu moins de monde à l'automne, mais sur les vacances de la Toussaint, il y a à nouveau des Français. Il y a à nouveau des Français. Et nous avons Marie comme guide parce que Marie a vécu à Rome avec sa famille, que son père a écrit un très beau livre qui s'appelle « Richesse de Rome, itinéraire culturel et spirituel ». C'est chez Teki. Elle-même a créé une société d'accueil de touristes qui s'appelle viasacra.it. Voilà. Alors, Marie, quelle est d'abord le bonheur de vivre à 18 ans à Rome? C'était fabuleux, c'était une chance exceptionnelle. Ce premier contact avec la romanité quand on a 18 ans, c'est vrai que un choc. C'est formateur. Oui, c'est merveilleux, on ressent cet éblouissement que ressent tout visiteur quand il arrive à Rome. Et donc, j'ai pu en plus, j'ai pu en profiter puisque vivant à Rome toute l'année, j'ai donc suivi une formation d'archéologie chrétienne dans le cadre du Vatican à la commission pontificale. Et ce qui m'a ouvert évidemment des portes aussi dans ce cadre-là. Et c'est merveilleux d'étudier de façon précise la Rome chrétienne. Alors, je vous ai rencontré à Rome et vous m'avez emmenée dans les catacombes de Sainte Priscille. Voilà. Et je n'avais jamais été dans ces catacombes et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant et tout à fait émouvant d'être dans ce lieu. Parce que votre société, Via Sacra, vous n'avez pas choisi ce titre impunément. Tout à fait. Via Sacra, d'ailleurs le logo le représente, c'est le cheminement spirituel. C'est vrai qu'on est à l'heure actuelle dans une société qui n'a plus beaucoup de repères, où il y a beaucoup de confusion malheureusement. Et la découverte, le parcours spirituel est très important puisque ça donne l'occasion justement lors d'un séjour, lors d'un voyage, d'abord d'être capté par cette beauté, cet émerveillement, et de cet émerveillement passer à l'essentiel, c'est-à-dire approfondir. Et à Rome, à Rome et en Italie, et qui a créé cette beauté? Qui a créé cette beauté? Voilà, on cherche, on va, comme le dit saint Thomas d'Aquin, de la beauté que l'on voit donc bien sûr au créateur de la beauté. Et c'est vrai que à Rome, on a tout un tas d'artistes chrétiens qui ont cherché justement à signifier, donc par l'art chrétien, donner un sens, inviter effectivement le visiteur à aller au-delà. On a donc des symboles, par exemple dans les catacombes, on a des fresques magnifiques qui nous transmettent un message. Et ce message, c'est le message de l'espérance chrétienne qui est magnifique et qui est essentiel. Je dirais, la visite des catacombes, souvent, peut être considérée par le touriste comme accessoire parce que c'est un petit peu plus excentré, mais c'est une visite essentielle pour justement s'imprégner de cet esprit romain et toucher en fait les thèmes essentiels de la vie, de la vie chrétienne, donc l'objectif de la vie, la vie, la mort, voilà. Et c'est vrai qu'on a un art exceptionnel puisque, comme le dit très bien Régine Pernoud, qui est citée donc dans l'ouvrage de Richesse de Rome, vous avez on passe d'un art qui représente donc l'art païen à un art qui signifie. Voilà. Signifie. Et c'est très important parce que elle est géniale, cette Régine Pernoud. Elle met toujours le doigt exactement sur le vrai sens des choses. Et elle
c'est de là le malheur de l'art contemporain, qui, un, ne représente rien, et deux, ne signifie plus rien. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au travers de ces visites... Et qui arrive au non-art. Voilà. Et au travers de ces visites, justement, à la fois au travers de la visite des catacombes, quand on voit ces magnifiques fresques donc, qui nous parlent de l'espérance chrétienne, mais en même temps, au travers de la visite des basiliques. Vous savez qu'à Rome, souvent, les touristes passent à côté de quelque chose d'essentiel, les mosaïques. On a presque plus de mosaïques à Rome qu'à Ravenne. Et on a sur ces mosaïques, c'est une véritable catéchèse par l'art. Hein. On a un catéchisme en images, c'est merveilleux. Oui. Et en plus, d'un point de vue artistique, elles sont magnifiques aussi à regarder. On a ces ailes des anges qui sont colorées, qui sont dues à Cavallini, à Sainte-Marie du Trastevere, qui est une très belle église. Et Sainte-Marie Majeure, etc. Et alors, par rapport à cet art qui signifie, justement, c'est très intéressant de noter qu'on ne cherche pas à être réaliste, même dans les proportions des personnages. On cherche justement à montrer l'importance des personnages par leur taille. Et leur proximité avec Dieu, voilà, de leur place dans la voûte. Tout à fait. Donc, dans la conque de l'abside, on va placer donc, en général le Christ au centre, le Christ qui bénit, avec la Vierge Marie, les apôtres les plus importants, Saint Pierre et Saint Paul, les deux têtes de Rome, les deux apôtres, et ensuite des saints un peu moins importants en termes de dignité, mais tout aussi importants évidemment, mais je veux dire que tout est respecté dans les proportions, et souvent même le souverain pontife, le pape qui a commandé ces mosaïques, se fait représenter tout petit, sous la protection de la Vierge ou sous la protection du Christ. Dans un coin. Parfois la Vierge. À genoux. Voilà, à genoux. Dans un très coin important. et à genoux. Et la Vierge ou le Christ pose sa main sur la tête sur la tiare du souverain pontife. Alors, justement, le donateur, expliquez-nous. J'ai envie de dire, rendez justice à ces donateurs, à ces mécènes qui bâtissent ces monuments qui font encore notre joie 5 siècles, 6 siècles plus tard. Que répondez-vous à cette critique très matérialiste et contemporaine? Quelle horreur, cette richesse dans des églises, toute cette richesse qui ne sert à rien. À que répondez-vous? Alors, il n'est pas rare, effectivement, qu'on ait cette réaction, qui est une réaction, d'ailleurs, souvent commandée tout simplement par ce que les gens entendent, ce que les médias véhiculent. Absolument, oui. Et donc, effectivement, ce que je leur réponds, c'est que, d'une part, cette beauté est au service de Dieu et qu'il faut bien faire la distinction que faisait Saint François lui-même. Saint François est un très bon exemple parce que c'était quelqu'un qui aimait la pauvreté, comme on le sait, et qui est souvent d'ailleurs cité à l'heure actuelle pour justifier une pauvreté même dans l'Église, ce qui est dommage, parce que Saint François lui-même faisait la distinction. Il disait, il faut être pauvre pour soi-même, mais il faut donner le meilleur pour Dieu, le plus beau, évidemment. Et c'est cela, quand on visite Rome, il faut bien le comprendre. C'est la clé de compréhension. C'est la clé de l'expression ad majorem gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas un constructeur d'église, un bâtisseur d'église, un sculpteur, un peintre qui ne travaille pas pour la plus grande gloire de Dieu. Et si on travaille pour la plus grande gloire de Dieu, on n'utilise pas un hangar et... Voilà, et c'est ce que disait Michel-Ange d'ailleurs. Michel-Ange, quand il a bâti la nouvelle basilique Saint-Pierre à la Renaissance, il a bien évidemment, il a réaffirmé d'ailleurs qu'il travaillait quasiment bénévolement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Vous voyez? Alors ce salut des âmes, justement, au travers de la beauté des basiliques, on va justement transmettre quelque chose de la foi. Et c'est très beau. Alors justement, Saint François d'Assise disait qu'il fallait donc des belles choses pour Dieu. Et ça peut se comprendre parce que quand on s'adresse à un roi, à un empereur, à un président de la République à l'heure actuelle, on cherche quand même à être à peu près bien habillé, à se présenter correctement et on déroule un peu le tapis rouge, ce qui est tout à fait normal. Et à plus forte raison pour Dieu, qui est notre créateur et le maître de tout l'univers. Et il y a un grand écrivain que je connais un petit peu, il s'appelle Jean de la Varande, qui disait que la richesse des églises, c'était la richesse des pauvres.
Voilà. Parce qu'en fait, ils allaient à l'église et c'était leur maison. Et donc, la richesse des ors, des candélabres, des statues, du calice, leur appartenait en quelque sorte. Voilà, et j'allais dire, justement, ça me permet de continuer. C'est vrai que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que l'Église était justement, c'était toute une économie. L'Église a été un grand mécène, hein, puisqu'elle a soutenu tous ces artistes de la Renaissance, tous ces artistes de la Renaissance et d'autres époques, bien sûr, la Rome médiévale est magnifique, toutes les époques. Et je dirais, elle leur a permis de vivre et de mettre justement dans ces lieux romains tout leur génie, qui autrement n'aurait pas été visible à nos yeux d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que sans les papes, qui d'ailleurs administraient Rome jusqu'à l'unité italienne, jusqu'en 1870, il faut savoir que si on n'avait pas eu ces papes pour commander des œuvres, on n'aurait absolument pas la ville de Rome qu'on a à l'heure actuelle, ni d'ailleurs d'autres villes en Italie qui sont tout aussi magnifiques, comme Florence ou même les villes moins connues du sud de l'Italie. Voilà. Toutes. Alors, vous m'aviez parlé d'une... Parce que vous vous occupez... vous ne faites pas visiter que Rome. Vous avez... vous promenez vos visiteurs dans toute l'Italie. Et vous m'avez parlé d'une abbaye ou d'une église qui est entourée de remparts, qui est fortifiée. Voilà. Pourquoi ? Alors voilà, c'est Lorette, qui est la seule basilique forteresse du monde. Pourquoi une basilique forteresse? Parce que justement, vous voyez, c'est intéressant d'étudier le contexte historique. Vous savez qu'en 1453, après la prise de Constantinople, on a donc les Turcs qui remontent vers l'Italie. Et en 1480, ils débarquent dans le sud de l'Italie, dans la région qu'on connaît actuellement en français, on dit l'Épouille, en Puglia. Et ils arrivent donc à Otrante et là massacrent 800 chrétiens de la ville d'Otrante. Ces martyrs étaient assez peu connus en définitive, mais assez récemment, hein, le pape François les a canonisés, disons. Ils étaient déjà de fait canonisés, puisque vous savez que les martyrs sont canonisés par leur acte de martyr. Mais il y a eu une formule officielle du pape François. Les 800 martyrs d'Otrante, donc martyrisés par les musulmans. Alors, qu'a fait le pape de l'époque, puisque la basilique de Lorette, qui est sur la côte adriatique, un petit peu plus haut, était en construction à cette époque, qu'a fait le pape? Sa décision a été de changer le plan de la basilique qui était prévu et de la transformer en forteresse. Voilà. C'était un pape prévoyant. Voilà. Et cela explique que les Italiens ne soient pas particulièrement favorables à un débarquement de populations musulmanes excédant l'unité. Oui, voilà, on le sait bien. C'est vrai que c'est l'un des problèmes majeurs. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que c'est tous ces peuples qui ont été occupés, envahis, et qui ont souffert le martyre. La Hongrie, elle a été occupée, tous ces pays, et donc ils savent les dangers de cette présence. Vous nous emmenez donc partout, à Naples, vous nous faites découvrir cette région dont les Italiens du Nord disent qu'elle est pauvre, mais elle n'a pas toujours été pauvre. C'est une région pleine d'églises et de palais. Oui, alors c'est magnifique. Vous savez, on connaît Naples, on connaît Pompéi, on connaît un certain nombre de richesses du Sud, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses, certains endroits, certains lieux qui sont peu connus. Les Pouilles c'est la région donc du talon de la botte, hein, ça correspond au talon. Alors on connaît beaucoup le sanctuaire de Padre Pio. On connaît un petit peu moins celui de Saint-Michel-Archange, hein, où il est apparu, et c'est la première apparition de Saint-Michel, puisqu'elle remonte au 5e siècle. J'ai appris dans votre livre que le château Saint-Ange, c'était le Saint-Ange, c'est Saint-Michel. Oui, et à Rome aussi, on a une apparition de Saint-Michel-Archange. Et j'allais dire, c'est vrai que l'histoire de Rome et l'histoire de l'Italie en général ne peut se comprendre aussi que si on a la clé, c'est-à-dire si on accepte aussi le fait surnaturel. Si on regarde l'histoire de Rome et de l'Italie en général, c'est l'histoire de ces conversions, de ces apparitions. Voilà, donc on a cette belle grotte de Saint-Michel au Mont Gargan.
Et on a aussi donc l'apparition de Saint-Michel à Rome, qui est un peu moins connue. Alors, ce qui est au château amusant, c'est Saint-Ange. que tous les gens, tous les touristes qui vont à Rome ne sont pas forcément des grands chrétiens, ou en tout cas des grands pratiquants. Et vous avez quelquefois des petits ricanements ici et là dans vos groupes. Mais enfin, ils sont quand même là, ils sont attirés, et donc on a envie de leur dire, bah, écoutez, si vraiment ça vous fait rire, il faut choisir un autre but de voyage. Vous savez, parfois, il y en a qui arrivent justement, sans avoir absolument ce but chrétien. Non. Et puis, ils sont Petit à petit, attirés, ils sont curieux au départ. Et puis, c'est l'occasion. Vous voyez, l'autre jour, dans les catacombes, il y a des gens qui sont arrivés qui n'avaient pas du tout l'idée de faire une visite chrétienne en tant que telle. C'était des curieux. Et ils ont été en quelque sorte enrôlés dans notre visite, qui était une visite chrétienne. Et donc, je pense que ça les a touchés. Il y a comme ça il y a justement une façon de les transporter au-delà de ce qu'ils voient. Et puis l'influence physique de ces tombes et de ces martyrs, puisque exactement, il y a une grâce des lieux romains. Et puis ce Colisée où tant de saints ont été déchiquetés tranquillement. J'ai lu hier soir la lettre de Saint Ignace. Saint Ignace d'Antioche. Qui a été dévoré par les lions et qui écrit tranquillement à ses frères mais je vais vers Dieu. C'est cela aussi que vous vouliez nous transmettre. C'était la joie de ces martyrs. Oui. Ils sont en pèlerinage sur terre, mais le but du voyage, c'est le ciel. Voilà, et c'est ça qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que les catacombes, c'était leur lieu de sépulture. C'était donc le lieu de sépulture de tous les chrétiens, martyrs ou non martyrs. Mais quand on voit les représentations près des tombes, donc les fresques qui parlent de l'espérance chrétienne, on se dit c'est absolument incroyable de voir ce paradoxe. On est à une époque où les chrétiens vivent une période de persécution terrible, où ils pourraient justement tomber un peu dans une dépression généralisée. Et au contraire, on a une joie, une allégresse exceptionnelle. Moi, je le dis toujours, avant de rentrer dans les catacombes, je les préviens, je leur dis, vous pensez sans doute rentrer dans un cimetière donc un lieu triste, et non, vous rentrez dans un lieu d'espérance. D'ailleurs, le mot même cimetière est un terme chrétien. Vous savez que quand on prononce le mot cimetière, on a déjà affirmé sa foi dans la vie surnaturelle, parce que cimiterium, c'est le lieu du repos. Donc, on attend d'arriver dans le lieu du repos, dans la véritable vie, la véritable patrie, vous voyez. Alors, c'est ça qu'on cherche effectivement à transmettre au travers des visites, et c'est pour cela qu'on a donc le nom Via Sacra. Viasacra.it. Voilà, .it pour le site internet, puisque nous sommes basés à Rome. Et alors, vous vous occupez de tout. Vous vous occupez des voyages, de l'hôtel, Voilà, de tout. De tout. On fait à la fois, donc, bien sûr, les visites en groupe, les voyages en groupe, mais on a aussi, et de plus en plus, les voyages à la carte pour des individuels, des familles, des couples, des voyages de noces ou toutes sortes de circuits. Oui. Et c'est cela qui est intéressant aussi, parce que ça laisse plus d'autonomie. Vous voyez, vous allez bientôt venir à Rome dans ce cadre-là. Vous avez certaines visites des journées libres, et vous demandez des visites à la carte selon ce que vous souhaitez. Selon les après-midi de libre. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore? Ces conversions, les conversions, vous en avez parlé. Oui. Et encore aujourd'hui, puisqu'il y a cet Italien, cette Vierge de la Révélation qui raconte l'histoire de cet Italien baptisé et puis qui est devenu violemment anti-religieux et très agressif. Il voulait même tuer le pape. Oui, on en parlait effectivement hier de ce Bruno Cornacchiola qui était donc et en fait il s'était même converti au protestantisme. Il était donc il prêchait contre la Vierge et il voulait tuer le pape. Et il va se convertir à l'apparition de la Vierge de la Révélation. Donc c'est en quelque sorte un nouveau Saint Paul, puisque c'était près du lieu de... Et comment se convertit-il? C'est ça qui est joli. Il se convertit parce que la Vierge lui apparaît. Apparaît à ses enfants. Voilà. Et apparaît d'abord à ses enfants. Ces 3 enfants, au fond du jardin, sont à genoux et parlent avec la Vierge. Tout à fait. Et alors là, la Vierge trouvait très intelligent de passer par les enfants de cet homme qui
Oui. Alors c'est vrai que l'histoire de Rome, c'est l'histoire de ses conversions. On a beaucoup de belles conversions, oui. Et même des conversions qu'on ne connaît pas, puisque on a les conversions aussi intérieures de tous ces gens qui viennent et qui sont touchés d'une façon ou d'une autre. Ça c'est pour la Rome chrétienne, et j'allais dire on a une autre partie aussi, comment dire, qui d'ailleurs qu'on ne peut pas déconnecter. Hein, comme je le disais, on ne peut pas déconnecter l'aspect culturel et l'aspect spirituel. Mais on cherche aussi, en étant sur place, on a cette opportunité de pouvoir ouvrir des lieux qui ne sont pas très connus, justement, et qui gagnent à être connus. Oui. Donc des lieux qui viennent d'ouvrir, des maisons romaines qu'on a découvertes, puisqu'on continue toujours. Ça continue, toujours, voilà. toujours. Des maisons romaines, on en a retrouvé une il n'y a pas très longtemps en faisant les travaux de la ligne C du métro. On a des palais romains qu'on peut faire ouvrir sur demande. Mais évidemment, vous savez que c'est comme ça marche là-bas. Hein. Il faut vivre sur place parce que justement, on connaît, c'est par réseau hein, que ça peut se faire. Est-ce qu'on peut dire, Marie, que comme la musique, comme le grégorien est la musique du ciel, la musique des anges, est-ce qu'on peut dire que ces églises absolument inouïes, ces couleurs somptueuses, ces tableaux et ces statues, est-ce que c'est aussi un avant-goût du paradis? Oui, d'ailleurs, André Frossard, vous savez, qui s'est converti en rentrant dans une église, disait, en parlant des mosaïques de Ravenne, mais bon, on peut l'appliquer à tout l'art chrétien. Il a écrit un livre sur Ravenne. Oui, tout à fait. Il disait, c'est un morceau de contemplation tombé dans la matière, vous voyez. Et c'est vrai que quand on voit ces mosaïques, il ne s'agit pas simplement de voir, il s'agit de regarder, de chercher à comprendre. Justement, c'est ce que dit d'ailleurs aussi Régine Pernoud dans son ouvrage. Elle dit, c'est pour ceux qui veulent, qui acceptent de voir en quelque sorte. Que ceux qui ont des yeux voient, ceux qui ont des oreilles entendent. Tout à fait. Merci beaucoup Marie Perrin. Ces richesses de Rome, vous nous les présentez magnifiquement. Je conseille aux téléspectateurs d'acquérir ce beau livre chez Pierre Tecky de votre père, Dominique Perrin, et de taper sur Internet viasacra.it. Voilà. Et ils auront une idée de toutes les richesses que vous pourrez leur offrir. Et après, eh bien, il faudra qu'ils y aillent chaque année, parce que c'est comme ça à Rome. Quand on y va une fois, après, il faut y retourner chaque année. Voilà, sachant que sur le site Internet, il y a certains voyages qui sont réservés parce qu'on travaille beaucoup sur mesure, donc il y a certains voyages qui sont réservés, donc sur lesquels il y a des mots de passe, mais il ne faut pas hésiter à nous appeler pour composer justement un peu à la carte. Et vous voilà. Répondez extrêmement rapidement, ce qui est merveilleux. Voilà. Chers amis de TV Liberté, très bon week-end à Rome. Non, il ne faut pas un week-end, il faut quand même 4 jours pour être heureux. Merci beaucoup, Marie Perrin. Merci à vous. À très vite, chers amis de TV Liberté.